pour investir sur BFM Business. On investit financièrement, mais on investit aussi culturellement dans notre vie, dans cette émission. Dans Tout pour investir, on s'occupe aussi d'investissement thématique. Et aujourd'hui, on va parler d'art, et en particulier d'objets d'art, puisque nous allons zoomer pendant quelques minutes sur le bronze, les sculptures en bronze, avec deux personnes. Grégoire de Toury est avec nous. Bonjour Grégoire. Bonjour Lorraine. Directeur du département mobilier et objets d'art chez Agut. Vous êtes en binôme ce matin avec Thomas Inger. Bonjour Thomas. Bonjour Lorraine. Vous êtes spécialiste des arts classiques. Vous arrivez de Belgique avec nous pour cette séquence. On parle de bronze, mais pour ceux qui ont des images de grandes statues, très imposantes, etc., pas du tout. Nous sommes en plateau avec deux objets que ceux qui nous suivent à la télé ou sur Internet vont peut-être découvrir. Grégoire, je vous laisse la parole pour commenter les petites statues, les statuettes avec lesquelles vous êtes venu ce matin. Des figures, exactement, c'est le terme technique, puisqu'elles représentent un seul sujet. On parle de groupe lorsqu'il y a plusieurs personnages qui sont en mouvement. Ces figures sont assez petites. On connaît des bronzes monumentaux. On a tous en tête des monuments équestres devant les grands bâtiments qui existent depuis la plus haute antiquité. Le bronze, qu'est-ce que c'est ? C'est un alliage de cuivre, un alliage aussi d'étain. Et c'est un alliage qui restitue avec une fidélité incroyable les moindres détails souhaités par le sculpteur. Et vous pouvez le voir ici, cette petite figure-là, dont nous aurons l'occasion de parler un peu plus, est assez emblématique donc de ce qui, depuis la plus haute antiquité, alors l'âge du bronze, c'était 2700 ans avant Jésus-Christ, après on a eu l'âge du fer, mais dès l'Antiquité, on a des petites figures votives de bronze, et celle-ci fait partie d'une catégorie un peu particulière qui est celle de l'objet d'art en soi, pour soi, qui ne fait que répéter des formes millénaires que l'on apprécie particulièrement et dont on aura l'occasion de parler et qui sont collectionnées à travers le temps, et notamment ici, là, à travers une figure très particulière. Dites-nous, que pour ceux qui nous écoutent notamment en podcast et à la radio, ce que ça représente et qui a fait cette figure. Alors celle qui est devant moi est une figure qui doit mesurer une trentaine de centimètres de hauteur, qui représente un jeune homme nu selon les canons classiques, le visage vers le ciel, la main jetée vers le haut, tenant de sa main gauche, qui est elle-même accoudée sur une espèce d'arbre coupé avec un joli drapé à l'antique, un flambeau. Alors il y a une supposition sur cette iconographie qui serait une représentation de Prométhée, celui qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes, dont on connaît le supplice terrible qui fut celui d'être condamné à se voir le foie mangé par un aigle, et comme tout le monde le sait, notamment les amateurs de bon vin, le foie se régénère facilement, et donc le foie se régénérait constamment, tandis que l'aigle chaque jour venait lui becqueter littéralement le foie. C'est une supposition car c'est une iconographie rare et qui n'a pas été retrouvée. C'est un bronze donc qui est unique dans son genre et qui appartient à une collection assez extraordinaire, qui est la collection de Nicolas de Hurtado, dont nous allons vous parler. Nicolas de Hurtado, dont on a un petit aperçu de la collection. Thomas Inger, vous êtes spécialisé dans les arts classiques. Vous corroborez tout ce que vient de nous dire Grégoire pour nous parler de ce que c'est le bronze. Nicolas de Hurtado, c'est un collectionneur privé. Est-ce qu'on a beaucoup de petites figures de bronze chez les particuliers qui restent à découvrir ? Alors des figures de ce style et de cette époque, c'est plus rare, surtout en Belgique où on a beaucoup de bronzes qui sont plutôt 19e. Donc lors du premier rendez-vous avec une dame, lorsqu'elle m'a apporté 3 bronzes de la Renaissance, j'étais particulièrement enthousiaste, surtout que c'était des bronzes intéressants. Je pense par exemple à celui-ci qui est de Barthélemy Prieur. Et en fait, en discutant avec cette dame, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres bronzes qui étaient dans la collection de ses frères et sœurs. Et donc en fait, en discutant avec eux, on s'est rendu compte que tous ces bronzes avaient été collectionnés par quelqu'un dont ils avaient perdu la trace, un ancêtre, il y a un peu plus d'1 siècle. Et donc, en fait, tout le travail a été de les réunir et de restituer cette collection comme elle avait pu être jusqu'en 1920 et après. Question un peu bête, Grégoire. Thomas, qu'est-ce qui distingue des figurines en bronze comme ça, des figures en bronze qu'on peut trouver chez les particuliers dont on a un peu perdu la trace, avec les grandes statues, je pense évidemment au bronze de Rodin ou de Mayol que les Parisiens, entre autres, peuvent avoir en tête visuellement, soit dans des musées de quartier, soit évidemment dans les espaces publics. C'est quoi la différence fondamentale ? Grégoire, peut-être pour démarrer. Oui, la différence, elle est essentiellement technique en fait. C'est très simple. La multiplicité, enfin la figure du bronze qui peut être répétée, parce que c'est un art évidemment qui fait l'objet d'un moulage, va avoir, de par son principe, justement une multiplicité d'époques différentes pour un sujet parfaitement identique. Donc votre question est plus que pertinente et indispensable pour des considérations de marché, puisque la même figure du XVIIe siècle n'aura absolument pas la même valeur que la même figure au XIXe, voire au XXe siècle. Ces critères-là sont techniques et s'apprécient notamment en regardant de très très près le bronze, sa patine, la qualité de sa ciselure. Alors la ciselure, pour être un
tout petit moment technique, c'est le travail à froid d'un métal qui aura été fondu et qui viendra être repris par un ciseleur, dont c'est le métier donc de reprendre à froid le métal avec un système de lime, de coupe, de découpe et de ponçage plus ou moins souhaités, qui sont significativement différents d'un siècle à l'autre, notamment parce que les outils n'étaient pas les mêmes, et ainsi que la patine qui va être elle aussi travaillée, retravaillée et parfois même refaite, ce qui va poser parfois des petits problèmes d'identification en termes d'époque. Je disais, Thomas, en introduction, que vous nous arriviez de Belgique. Paris versus Bruxelles. Où est le marché des figures en bronze actuellement ? Alors cette collection, le cœur du marché. Cette collection, elle est particulièrement intéressante parce qu'en fait, elle a été formée à Paris. Et donc, en fait, vendre cette collection à Paris, c'est un retour à son lieu, pas d'origine, puisqu'ils n'ont pas été créés forcément à Paris, mais en tout cas, ils y étaient présentés et on a retrouvé tout ça dans la presse de l'époque. Donc, Paris est vraiment une véritable place de marché. La Belgique, en fait, c'est un pays important pour les collectionneurs. On dit que c'est le pays avec le plus de collectionneurs par tête et le plus de châteaux par kilomètre carré. Mais Paris est très proche. On est à 1h20 en Eurostar. Et donc, en fait, les collectionneurs achètent plus facilement à Paris qu'à Bruxelles. On va parler un peu technique et puis on va parler un petit peu investissement, puisque vous le savez, dans cette émission, on parle d'investissement. Est-ce que vous pouvez nous guider, Grégoire, pour qu'on comprenne une grille de lecture pour bien juger d'une œuvre d'art ou d'un morceau d'art en bronze? D'abord, l'échelle des prix. Aujourd'hui, si je suis investisseur particulier et que j'ai envie de m'acheter un bronze, pour le dire de cette manière-là, quel est le budget ou les budgets qu'il faut envisager ? C'est une question très pertinente et qui va dépendre d'une multiplicité de critères que vous allez déterminer en votre qualité de collectionneuse avertie, qui va être d'abord votre goût, c'est très important d'avoir des objets qui nous plaisent d'une manière générale, mais qui va être aussi la qualité justement du savoir-faire technique employé et de l'époque invoquée avec les outils qui sont systématiquement différents, 17e, 18e ou 19e. Les sujets peuvent être aussi une excellente manière d'aborder la collection, mais je dirais que d'une manière générale, ce qu'il est très important de retenir, c'est aussi un caractère auquel la plupart des investisseurs sont particulièrement vigilant aujourd'hui, c'est la question de la provenance. La provenance d'une œuvre détermine et fige de manière un peu définitive son authenticité dans la mesure où, parce qu'il est attesté qu'elle a été cette œuvre, la propriété de telle ou telle personne à telle ou telle époque, elle date au moins de l'époque présumée. À l'heure où les faux sont de plus en plus parfaits, il est très important de pouvoir justement invoquer des provenances anciennes. Ce qui est assez extraordinaire avec les deux bronzes qu'on vous a apportés aujourd'hui, c'est qu'ils appartiennent justement à une collection qui a été constituée par un personnage haut en couleur, qui est assez emblématique de la Belle Époque. C'est un personnage presque proustien qui s'appelle donc Nicolas de Hurtado, qui est un banquier, homme d'affaires évidemment, il faut bien qu'il ait des revenus, et qui constitue lui-même cette collection dans un Paris qui est la place tournante internationale du marché de l'art et où se trouvent donc les plus belles pièces pour ce genre de choses. Dans quelle année constitue-t-il sa collection ? Eh bien, c'est à la fin du 19e siècle. Il meurt en 1920 et figurez-vous pour l'anecdote que c'est assez joli de savoir qu'il est mort renversé par une automobile. On était évidemment au tout début de l'automobile. Il est mort, il avait à peine 60 ans, il n'a pas pu achever sa collection. Mais les chroniques mondaines sont aussi extraordinaires parce que quelques années après, sa veuve se voit voler cette collection par un domestique d'origine suisse, précise-t-on dans la presse, peu scrupuleux, qui avait déjà été chassé du domicile de Madame de Hurtado et qui a trouvé bon, certainement pour se venger et pour se faire un peu d'argent, de prendre tous les bronzes, précisément ceux que nous vous apportons en plateau aujourd'hui, les amener dans sa chambre d'hôtel boulevard Victor Hugo pour se voir arrêté par la police quelques jours après. Et la collection a été évidemment entièrement restituée à la famille puisqu'aujourd'hui, ce sont les héritiers qui nous confient cet ensemble. L'histoire est quand même autrement palpitante que le vol de bague de Kim Kardashian d'il y a je ne sais pas combien d'années avec laquelle on nous rabâche les esprits en ce moment. Je suis bien d'accord. Bon, alors revenons à ce collectionneur. Oui, alors c'est un collectionneur très intéressant qui, donc lui, est un personnage mondain, originaire du Panama. Il arrive à Paris, il se fait ajouter une particule nobiliaire pour rendre les choses un petit peu plus chic et s'inscrit tant et si bien dans la bonne société qu'il intègre le fameux cercle de la rue Royale. Certains amateurs auront certainement en tête le fameux portrait du cercle de la rue Royale par le peintre James Tissot. Et ce personnage haut en couleur, évidemment, s'inscrit dans la grande tradition nobiliaire et dans la grande tradition des amateurs de grandes et belles choses en collectionnant des objets d'art qui sont tout à fait analogues à ceux que pouvaient collectionner Louis XIV ou Mazarin. Et c'est donc des bronzes de haute qualité qu'il s'est mis à chercher sur tout le marché de l'art international, essentiellement donc concentré à Paris, avec des figures qui sont de la Renaissance, du début du XVIIe siècle, ou alors du XVIIIe siècle, comme celle-ci qui date des années 1700. Vous nous avez décrit, Grégoire, Prométhée. Thomas, est-ce que vous pouvez nous décrire la figure que vous avez, qui est une femme qui a l'air globalement de s'occuper de ses pieds ?
Tout à fait, c'est un sujet un petit peu moins noble puisqu'elle se coupe les ongles des pieds, tout à fait. Alors, activité qui permet de saluer le travail de mouvement qu'on voit dans ce bronze, De si mouvement, de je pose un regard un petit peu artistique. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette statuette et est-ce que vous pouvez nous la mettre en comparaison avec celle de Prométhée qu'on a sur le plateau? Alors, contrairement au Prométhée, qui, comme Grégoire le disait, est plus original et on ne connaît pas d'exemplaire comparable à ce jour, ce modèle de la jeune fille qui se coupe les ongles des pieds est beaucoup plus connu. On en trouve dans des musées. Barthélemy Prieur est un sculpteur français très connu de la Renaissance. Et donc voilà, il a réalisé cette petite sculpture tout à fait intrigante. Qu'est-ce que nous dit cette collection de l'esprit du temps et peut-être de son propriétaire historique? On passe d'une figure hyper classique, Prométhée, mythologie, à une situation très du quotidien. En fait, comme aujourd'hui, on pourrait prendre une photo de quelqu'un qui sort de sa douche. Qu'est-ce que ça dit, autant d'éclectisme dans une seule collection? Ça en révèle beaucoup sur la personnalité de Nicolas di Hurtado, qui devait apprécier à la fois des modèles classiques, comme on en avait chez les grands aristocrates ou par exemple chez les Médicis à la Renaissance, mais il ajoute à cela des modèles plus originaux. Donc en fait, ça montre un peu sa personnalité de collectionneur. Cette collection va passer aux enchères d'ici quelques mois, début juillet. Est-ce que Grégoire, vous pouvez nous mettre un prix ou en tout cas une estimation pour le démarrage de ces enchères? Avec joie, c'est malheureusement l'aspect un petit peu vulgaire de mon métier qui ne parle jamais d'argent, n'est-ce pas? Sauf ici, toujours. Non, blague à part, il est toujours extrêmement difficile de priser ce genre de choses. J'ai eu l'occasion plus d'une fois de vous faire la démonstration d'un écart significatif de prix entre une estimation donnée et un résultat important. Néanmoins, c'est évidemment indispensable. Pour une figure comme celle-ci, avec un certain degré de rareté, nous avons évidemment de grandes attentes. Donc la fourchette est assez large, je dirais. Et l'estimation, en l'occurrence, qui a été retenue pour ce bronze-là de Prométhée, est de 3 à 5 000 euros. Donc c'est relativement accessible, entendons-nous bien entendu, mais pour un bronze de cette époque, c'est surtout très accessible, je le crois, et ça a aussi vocation, c'est un choix stratégique qui a été retenu de notre part, à annoncer aussi au monde que la chose est à vendre. Et sous-entendu, parce que c'est un peu le marché des enchères, que le meilleur gagne. La dynamique d'enchères est toujours souhaitée, et c'est un exercice très difficile qui est figé dans le temps, c'est-à-dire que la vente a lieu un lundi à 14h. Et donc il faut avoir réuni préalablement tous les enchérisseurs potentiels, notamment en suscitant leur excitation à travers un prix abordable. Et voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas revivre en podcast et en replay, c'est les enchères. En tout cas, on ne peut pas enchérir de manière délinéarisée, comme on dit. Merci beaucoup, Grégoire Toury, d'avoir partagé avec nous votre expertise. Vous êtes directeur du département mobilier et objets d'art chez Agut, et Thomas Inger, spécialiste des arts classiques chez Agut, aussi du bureau belge, avec nous pour cette introduction au bronze. On aurait pu remonter aussi loin que vous l'avez dit qu'à l'âge du bronze. Il y a près de 3000 ans avant Jésus-Christ. Ce sera pour une autre fois. Pour autre fois. Et il y a des bronzes, de l'âge du bronze qui tradent et dans lesquels on peut investir en tant qu'investisseur. Absolument. Et je serais ravi de vous en apporter un la prochaine fois. Deal. On parlera de ça la prochaine fois que vous viendrez, Grégoire. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.